Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce live classroom. Je suis Florian Berthelot, société F3DF, et je suis accompagné de François-Yves aujourd'hui. Et nous allons être ensemble pour à peu près 1 heure. Et nous allons parler encore une fois d'impression 3D et de conception 3D. Ce live est donc diffusé sur la plateforme e-learning F3DF et également ouvert à tous et sera rediffusé et accessible en replay sur la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez bien entendu le partager et le revoir pour ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Comment va se dérouler notre intervention aujourd'hui? Une fois n'est pas coutume, notre invité va nous présenter donc la gestion de projet en impression 3D. J'ai demandé à François-Yves, ingénieur fabrication additive et formateur F3DF, de nous présenter à travers un cas concret les grandes étapes qui vont vous permettre de mettre en place un projet d'impression 3D, de son idée jusqu'à sa fabrication, jusqu'au prototypage ou la fabrication de ce projet. Donc, on aura bien entendu un temps de questions pour échanger. Donc, on gardera une bonne vingtaine de minutes pour ça. Donc, je vous inviterai bien entendu à prendre la parole, ouvrir vos micros, passer par le chat pour poser vos questions. François, je vais te laisser la parole et je reviendrai donc pour animer vos questions. Très bien, écoute, merci beaucoup Florian, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui, comme chaque semaine maintenant, on commence à prendre l'habitude. Donc encore une fois, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai si je le peux sur le moment, sinon ce sera à la fin de la session de formation. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poster tous vos commentaires et on y répondra, ça c'est sûr. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est le projet autour de l'impression 3D et de gérer un projet. Donc on fait ce genre de formation pendant les sessions de formation chez F3DF. On propose cet accompagnement-là, qui est finalement un accompagnement assez particulier, puisqu'on part de vos projets. Et puis finalement, c'est aussi des accompagnements en particulier parce que ce sont des projets qui touchent une technologie qui, comme on dit, disruptive, donc qui change vraiment, qui vient casser un petit peu l'habitude de l'industrie et donc qui nécessite des organisations un peu différentes. Alors pour que ce soit un peu plus pratique, on est parti en fait d'un exemple tout à fait pratique, un exemple très récent d'ailleurs qui a eu lieu la semaine dernière. Je vais y venir dans un instant. Hop. Donc encore une fois, voilà, vous êtes, j'aime bien partir de cette image-là. Vous êtes devant vous, vous avez un projet, voilà, vous avez une demande, un besoin, avec potentiellement une application en impression 3D. Déjà, est-ce que ça vaut le coup de la mettre en impression 3D? Mais si jamais c'est le cas, dans quelle application et pour quelle technologie en particulier? Quels sont les logiciels? Quelles seront les étapes, les méthodes éventuellement à mettre en place, l'organisation? Je me permets de revenir sur ceux qui étaient venus la semaine dernière, ont déjà vu ce schéma, sur un petit peu pourquoi est-ce que j'irai dans l'impression 3D. J'aime bien remettre à plat ces choses-là parce que ça permet de se dire, OK, si je respecte ces critères-là, je peux y aller. Si je ne les respecte pas, j'irai plutôt vers l'usinage classique ou d'autres moyens de production. D'accord? Donc potentiellement, une des réponses de l'impression 3D, c'est de fabriquer au plus près, hein. Maintenant, on a ce qu'on appelle le cloud manufacturing, donc des pièces en ligne. Et si on a une petite machine chez nous, on peut fabriquer la pièce. Et donc, il suffit d'avoir des machines à côté de l'endroit du client pour fabriquer les pièces sur place. D'accord? Un autre avantage est la personnalisation des pièces, hein. On peut fabriquer plusieurs pièces sur une machine, mais on peut surtout fabriquer des pièces adaptées aux patients sans avoir de gros changements de technologie à faire. Parfois une taille de bus, parfois des petits éléments, mais peu de choses. Enfin, les délais, hein, on se rend bien compte que maintenant, il suffit de concevoir puis de lancer en impression, potentiellement le lendemain ou 2 jours plus tard, on a la pièce. On a vraiment des délais de fabrication extrêmement raccourcis et on a du coup beaucoup plus de liberté de géométrie pour faire les pièces avec des formes très complexes. Un des avantages de la technologie 3D, et ça je le répète et j'aime bien le dire, c'est une boîte multi-outils. On peut faire quasiment une infinité de formes avec une même technologie qui est finalement relativement simple et qui peut potentiellement être très bon marché. Donc, c'est ça qui rend vraiment l'un des plus gros avantages de la technologie, à mon sens. Enfin, donc les grandes applications pour du prototypage, c'est comme ça que la technologie d'impression 3D a été connue. Pour de l'outillage de pièces fonctionnelles, donc là maintenant c'est vraiment le développement de la technologie sur l'aspect outillage, pour des pièces avec des fortes résistances mécaniques, pour de l'utilisation.
Et enfin, un dernier créneau pour les petites, voire moyennes productions. On commence à voir sortir de très grosses machines qui produisent, encore une fois, je le rappelais, hein, il y a des machines qui produisent plus de 60 000 pièces à l'année, si ce n'est plus maintenant. Donc on commence à avoir des machines qui répondent à une demande, à un besoin d'un marché et qui peuvent y répondre parfois complètement sans avoir potentiellement à passer par l'injection plastique ou des modes de production plus complets et plus rapides une fois mis en place. Les freins, j'aime bien aussi les rappeler parce qu'il est important de savoir un petit peu les limites de l'impression 3D. Il faut souvent une courbe d'apprentissage plus ou moins longue suivant les technologies. Technologie plastique, technologie métal, technologie FDM, résine. Voilà, tous les types de technologies, il faut apprendre, il faut connaître. Il faut avoir l'esprit, ce qu'on appelle la philosophie 3D, hein, comprendre quand on conçoit pour la technologie. Tout ce qui est normalisation, je rappelle, on est encore sur des technologies très jeunes, donc les normes mettent souvent beaucoup de temps à suivre. On est encore sur une première proposition de normes d'un point de vue sécurité là, qui sort tout juste maintenant, alors que la technologie existe depuis quand même pas mal d'années. Donc c'est pour vous dire à quel point les normes ont du mal à suivre. Et encore une fois, un monde qui n'est pas normé, il est compliqué de travailler en communauté. Danger d'utilisation, d'accord, on utilise des produits potentiellement toxiques, on utilise des poudres qui peuvent nuire à la santé de l'opérateur. Attention là-dessus. Enfin, aménagement espace de travail, suivant les technologies, on ne peut pas forcément la mettre dans son bureau, hein. Il faut parfois un espace complètement dédié avec un contrôle luminosité, en température, en hygrométrie, voilà, tous ces éléments à prendre en compte, et puis aussi l'organisation de production autour de ces technologies-là. Attention aussi, c'est encore une fois un vrai changement, on change d'état d'esprit, hein, on rajoute de la matière au lieu d'en enlever, c'est vraiment un changement d'état d'esprit. Et donc forcément, dans toute entreprise, on a parfois des éléments qui sont plus ou moins ouverts à ce genre de changement, donc il faut aussi savoir convaincre et savoir en parler. Enfin, le coût évidemment des technologies, on est des technologies entre 150 € pour les moins chers à 600 000 €, 700 000 € pour les plus chers. Bon, forcément, faut savoir les choisir suivant notre besoin et, et suivant notre maturité aussi dans cette technologie. Et enfin, et donc là, c'est un petit peu sur quoi on va se pencher, ça va être l'organisation de travail autour des technologies. Nous, ça va être sur l'aspect de la gestion d'un projet. Alors justement, dans cette organisation de travail, moi j'aime bien parler, j'ai 4 valeurs moi en tête quand je parle de l'impression 3D, qui pour moi vraiment définissent l'état d'esprit qu'il faut avoir vis-à-vis de l'impression 3D. Tout d'abord, la première, c'est de concevoir avec un esprit orienté par rapport à la technologie qu'on va utiliser. Déjà, on va concevoir pour l'impression 3D, donc c'est une conception très particulière. Il faut savoir des verres, il faut savoir quelle forme on va faire, mais on va aussi concevoir pour une technologie d'impression 3D particulière. D'accord? Justin vous en a parlé hier. On est vraiment sur, si on est sur des technologies FDM, on va potentiellement travailler l'épaisseur des parois pour correspondre au passage de la buse. Si on est sur des technologies résine, on a d'autres contraintes. Encore une fois, voilà, on conçoit, on pense à la technologie, on sait sur quelle technologie ça va se passer, on a la connaissance de la technologie, pas forcément complet, mais au moins on connaît les contraintes de conception. D'accord? Deuxième élément à bien prendre en compte, dans l'impression 3D, vu qu'elle peut faire quasiment tout type de forme, il faut faire place à la créativité maintenant, hein. Donc là, il faut vraiment avoir un environnement, quelque chose qui te pousse à la créativité. C'est pour ça que cette créativité, elle est exacerbée par un environnement qui est à la fois ouvert et qui propose une certaine liberté de manœuvre pour pouvoir vraiment créer des choses. Parce que maintenant, on va travailler suivant le besoin de l'utilisateur, on va essayer de répondre aux justes besoins, on va potentiellement essayer d'améliorer des choses. Maintenant, on peut faire une pièce très complexe en un seul bloc, alors qu'avant, il fallait assembler 5, 6, voire 10 pièces pour faire le même bloc. Donc, on réfléchit vraiment différemment. D'accord? Donc, d'où l'importance de l'ouverture et de la liberté. Et enfin, la dernière des valeurs à bien prendre en compte, et ça, c'est vraiment dans le projet que je vais vous présenter, ça a été mis en avant, c'est l'impression 3D. Maintenant, on pense itération rapide et faire preuve d'agilité, d'adaptation. D'accord? On peut produire très rapidement des pièces pour corriger nos erreurs. Donc à ce moment-là, surtout ne pas avoir peur de mettre les choses en application et de produire les pièces. Donc là, c'est vraiment avoir ça en tête. J'ai une machine, je lance une impression, je vérifie, je récupère ma pièce, je recorrige ma conception, je relance une impression. Et grâce à ça, en très peu de temps, et c'est l'exemple que je vais vous montrer, on peut obtenir une pièce complexe et la valider. Gardez bien ces 4 valeurs en tête. On va passer à la suite. Alors du coup, bienvenue dans le projet que je vais vous présenter. C'est un projet que nous avons eu la semaine dernière avec l'équipe d'F3DF.
à propos du Covid-19, qui est bien évidemment le grand élément en ce moment qui occupe tous les médias, qui occupe même l'industrie, et notamment l'impression 3D. Justin a pu vous faire une petite démonstration hier de la conception de la pièce en question, un peu simplifiée. Je vais vous parler un petit peu de l'organisation autour de cette pièce-là. Donc, le contexte, on est dans le Covid-19, on a des matériaux, on a les hôpitaux qui sont en cours de matériel, et notamment, on a eu une demande d'un hôpital du Nord à Dunkerque qui est complètement à court d'un certain type de matériaux, et donc il a fallu y répondre. La pièce en question, donc c'est un bypass. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Le délai était finalement de le produire au plus vite, de le copier au plus vite bénévolement. Donc reprendre la pièce en question, pouvoir la copier, qu'elle soit fonctionnelle et qu'on puisse l'imprimer. Donc un vrai challenge là-dessus, sachant qu'attention, on est à distance. Donc le bypass, rapide explication, c'est finalement un objet qui va à la fois faire passer de l'air, mais qui va aussi permettre de laisser passer un tuyau qui va aller dans nos poumons. Quand la personne justement est allongée depuis une semaine, 2 semaines, en fait, il y a des saletés qui se mettent dans les poumons. Il faut pouvoir les aspirer. Donc en fait, ce tuyau va rentrer dans nos poumons et servir un petit peu d'aspirateur pour nettoyer les saletés. Donc on reprend cette pièce-là. Finalement, on a une entrée d'air par le, le tuyau vertical ici qui passe après à gauche. Donc ça, c'est le flux d'air qui est insufflé à la. Et enfin, on a cet élément tournant que j'appellerais valve qui permet soit de laisser passer le tuyau qu'on va mettre après, soit de ne pas le laisser passer en la tournant et du coup de faire une fermeture étanche autour de cette pièce-là. Donc là, si jamais le tuyau en tournant la pièce est aligné avec l'axe central, et ben on peut faire passer le tuyau. Si jamais le tube de sortie n'est pas aligné, et à ce moment-là, il n'y a pas d'air qui passe et on ne peut pas faire passer le tuyau. Donc c'est vraiment un bypass. C'est pour amener cette espèce d'aspirateur ou pas. Ils sont donc actuellement en cours de ce matériel et donc ils ne savent pas quand est-ce qu'ils seront livrés. Et donc la demande a été finalement d'essayer de produire cette pièce-là. Dans cette valve, on voit qu'il y a un joint très particulier avec une forme assez complexe qu'il faut du coup aussi copier dans notre réalisation. Donc on a bien du coup l'élément, d'accord, le corps avec les 2 tubes de sortie, plus la valve et enfin le tuyau. Dans les contraintes, donc dans tout ce qui est la valve, donc c'est la partie verte, il faut qu'elle soit le plus étanche possible. On n'est pas obligé que ce soit à 100% étanche, mais il faut que ce soit le plus étanche possible, d'accord. Il faut que ce soit utilisable par les soignants durant 2 semaines, c'est-à-dire que l'élément tournant doit être utilisable sans se casser pendant au moins 2 semaines, si ce n'est 3 semaines, parce que les personnes qui sont intubées, malheureusement, parfois restent 3 semaines intubées. Enfin, les liaisons 1, 2 et 3 donc, sont reliées à différents tubes. D'accord. Il faut donc que ces liaisons de sortie soient compatibles et le plus étanches possible avec ces tubes de sortie. Sauf pour la liaison 1 qui, elle, a moins besoin d'être étanche puisque l'étanchéité est faite par le joint. Et enfin, il faut que la pièce soit nettoyable ou soit désinfectée, ce qu'on appelle désinfectée à froid par l'hôpital pour qu'il y ait le moins de microbes possible. Donc, c'était les gouvernements. Alors oui, effectivement, François, on devant un problème de son. Je vous propose de faire une petite pause. On va trouver un autre moyen de communication. Ouais, Florian, tu m'entends? Alors justement, on a eu des coupures. Ouais, Voilà, peut-être que ouais, ça va mieux si tu as coupé ta caméra. On va essayer comme ça et au pire, on utilisera un autre moyen d'audio. d'accord. Ouais. Voilà, donc moi c'est bon a priori. Tu peux peut-être revenir juste avant cette slide. Avant cette slide, donc j'en étais là. C'est là où ça a coupé à peu près ça. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ok. Hop, donc je reviens. Voilà, n'hésite pas à m'envoyer un petit SMS si jamais il y a d'autres coupures, hein, comme ça je retournerai. Donc voilà, rapidement du coup pour reprendre, on a différents éléments finalement importants dans nos pièces. Donc on a le corps principal, on a nos 3 liaisons, 1, 2 et 3, qui vont être reliées à des tubes. Il faut que ces liaisons soient le plus étanches possible, si possible. Et enfin, la 4, c'est la valve, qui aussi doit être le plus étanche possible. Et enfin, utilisable par des soignants.
qui du coup doit être donc ouverte et fermée tous les jours par des soignants pour passer le tube. Donc il ne faut pas qu'elle casse à la fin en usure. Le projet est arrivé donc par l'hôpital de Dunkerque, notamment par Sébastien Bagne et Jean-François Noël, qui du coup se sont trouvés à court de matériel. Jean-François avait quelques connaissances dans la 3D, donc a fait appel finalement à un Fab Lab du coin, notamment géré par Fabrice, qui lui du coup, en voyant ce projet-là, avait un problème et s'est trouvé à court de connaissances dans l'aspect conception. D'accord, il avait quelques machines, mais compliqué de reproduire une pièce quand on a peu de connaissances dans l'aspect conception des pièces. À ce moment-là, il a fait appel grâce à Internet à F3DF et notamment à Florian Berthelot qui nous a retransmis la demande à Christine, François, donc moi et Justin, qui sommes du coup 3 concepteurs. Donc Christine à son compte, qui est conceptrice et fait des simulations pour pour des entreprises de l'automobile notamment, pour des conceptions. Donc moi qui suis formateur, concepteur à la fois, et Justin, expert en FDM et concepteur aussi. Donc on avait une bonne équipe. Et finalement aussi, Yannick Omnes nous a rejoint pour l'aspect plutôt réglementaire, normatif et aussi un petit aide sur la conception. L'organisation du projet, finalement, c'était quoi? On est dans l'impression 3D, donc encore une fois, on s'est dit, à ce moment-là, il faut vraiment utiliser les atouts de l'impression 3D, c'est-à-dire de pouvoir prototyper rapidement. Donc j'ai remis le sigle, hein, on conçoit, on prototype, on conçoit, on prototype. D'accord? L'idée, donc, c'était donc dans un premier temps de concevoir, voilà, de créer une pièce, pas forcément de concevoir le produit le plus terminé possible, mais c'est surtout de concevoir rapidement des petites solutions et les tester tout de suite. On ne va pas perdre du temps pour faire un produit parfaitement fini en conception. Parce que potentiellement, il y a plein de questions qu'il faut résoudre en amont et on ne va pas perdre du temps à concevoir avant de tester. Donc, une fois que cette conception est faite, sachant qu'on est tous à distance, en plus on est confiné, donc on met ces fichiers, ce qu'on appelle un petit peu le cloud manufacturing, c'est-à-dire qu'on les met en ligne, on peut les envoyer, d'accord? On les envoie, du coup, ces fichiers, mais ce ne sont pas des fichiers forcément de la pièce finie. Moi, c'est ça ce que j'aime bien dans l'impression 3D, c'est qu'on parle de décomposition. Là, ici, j'ai l'exemple d'une lampe. Finalement, on décompose la lampe en différentes fonctions et chacune de ces fonctions, on va les imprimer séparément pour les valider en impression 3D. Et ça, c'est l'énorme avantage de l'impression 3D, c'est-à-dire que très facilement, on peut valider une fonction, on décompose notre élément de différentes fonctions. C'est exactement ce qu'on a fait pour le projet. Enfin, donc une fois que ces éléments sont répartis, on les envoie en impression. Ça peut être une impression à un endroit quelconque de France, donc validation en imprimabilité. Mais enfin, à la fin, évidemment, il faut que ce soit une impression proche du lieu d'utilisation pour pouvoir les livrer le plus facilement et le plus rapidement possible. Donc finalement, c'est ce cercle-là qui a été respecté avec plus ou moins de tours, avec plus ou moins de répétitions, pour enfin arriver à la pièce finale. Donc si je reprends maintenant le projet, on a eu la demande le lundi, d'accord, à 21h30, Florian a reçu le message de Fabrice, on a besoin d'urgence de pièces. Florian du coup a constitué l'équipe à 22h, on a reçu tous un petit SMS, et à 9h le mardi matin, on s'est retrouvés pour faire un point ensemble. Donc, on a eu les données techniques. Donc, c'est là où il faut vraiment comprendre le besoin, le cahier des charges. Et ça, j'y reviens à chacune de mes formations, c'est quel est le besoin, bien définir le cahier des charges pour comprendre le besoin du client. D'accord? Organisation, du coup, on s'est organisé pour la fabrication, pour la conception, qui conçoit, qui fabrique, qui possède le matériel pour rapidement pouvoir imprimer des prototypes. Donc, par chance, on avait Fabrice, donc le Fab Lab qui avait du matériel, plus Justin qui avait aussi du matériel d'impression. Donc voici l'équipe, donc pour notre première réunion Zoom. Et puis, c'était pas Zoom, c'est un autre outil. Et puis finalement, les plans donnés par Fabrice sur la pièce, parce que nous ne possédions pas la pièce, donc Fabrice a dû faire les plans et nous les envoyer. D'accord? Donc vraiment, on part de peu de choses. Il faut donc tester tous les résultats parce qu'on a vraiment très peu de données d'entrée. Et c'est là l'importance de l'impression 3D. Le prochain point a été fixé à midi. Donc, on a eu 2 propositions de design de la copie de la pièce, donc que quelques heures plus tard. Et à ce moment-là, on a envoyé en impression la validation des liaisons 2 et 3. Donc là, c'est le corps qui a été conçu, une des premières propositions, plus du coup les validations des liaisons 2 et 3. Donc, c'est-à-dire qu'on a juste imprimé, encore une fois, on valide la fonction, on a juste imprimé les éléments 2 et 3 sur différentes tailles pour pouvoir tester l'assemblage avec les tubes. D'où l'importance de l'impression 3D, on sépare, on valide la taille et du coup on retient la taille idéale pour que l'assemblage se fasse au mieux. Donc envoi en impression, à 18h le même jour, validation du coup du diamètre de liaison, donc on a pu valider les bons diamètres 2 et 3, d'accord, plus validation du corps du bypass, donc on avait validé
les éléments, donc le corps et les éléments 2 et 3. D'accord? Maintenant, il nous restait la partie, la liaison 1 plus la partie 4. Donc encore une fois, on s'est retrouvé mercredi à 15 h avec des impressions durant la nuit pour valider une première proposition de système de rotation de la valve, du bypass avec l'assemblage, le clippage et puis même une proposition de joint. Donc celle-ci a été faite par vous avez le joint conçu sur des logiciels avec l'assemblage des pièces. Et enfin, donc on a pu concevoir une première version de la valve qui, du coup, avait des erreurs de conception par rapport à la pièce finale, des diamètres un peu trop larges, c'est normal. C'était l'itération. Donc on a fait une première validation pour juste même valider le clippage et la rotation, ce qui a pu être validé. Donc encore une fois, on imprime, on teste. Là, c'est vraiment l'impression 3D, on est dans l'efficacité. On était à 15 h le lendemain du lancement du projet. Donc, on renvoie en impression d'autres versions et à 20 h le soir, on avait la validation de la liaison 1, donc la liaison pour l'arrivée du tube, plus la validation de système de rotation bypass, donc 4. D'accord? Donc, la pièce totale a pu être imprimée avec la validation de l'ensemble des mouvements. Donc, le lendemain soir, on avait une pièce terminée et copiée. Donc, il restait encore un dernier élément qu'on n'avait pas validé, c'était l'aspect joint. L'aspect joint, donc c'est un matériau souple. Alors là, déjà, donc on s'était penché finalement sur de la technologie FDM. Pourquoi? Parce que finalement, c'était la technologie qui était le plus disponible, qui nous permettait aussi de fabriquer localement et rapidement et de faire appel à une grande quantité de personnes pour pouvoir fabriquer ces pièces. Le joint, par contre, bah, c'est quelque chose d'un peu souple, donc il faut aussi avoir un matériel un peu spécifique qui s'appelle notamment le TPU. Et donc là, il a dû faire des essais de validation du TPU. Donc très bien, renvoi en impression. Et enfin, le jeudi, à 10 h, nous avons pu valider le joint d'étanchéité, c'est-à-dire qu'il a fallu faire plusieurs itérations de forme, de taille, pour vraiment avoir la bonne gestion et avoir finalement une étanchéité à peu près à 98%, donc qui permettait vraiment d'arrêter la plus grande partie du flux. Et du coup, finalement, la pièce a pu être envoyée en validation à l'hôpital pour décontamination à froid de l'élément. Donc, entre-temps, du coup, Yannick nous avait rejoint, donc Yannick Gomez pour l'aspect normatif, l'aspect décontamination à froid pour apporter les bons éléments. Et finalement, la pièce totale a pu être imprimée avec le joint, assemblée aux différents éléments extérieurs qui s'emboîtent parfaitement pour faire la pièce finale. Donc là, il était jeudi 10 h, on avait une pièce livrable. Voilà, donc bien se prendre en compte, début du projet mardi matin, fin du projet jeudi 10 h. À peu près midi du coup, on va dire une demi-journée. Donc encore une fois, donc, quand on réfléchit à l'organisation, beaucoup d'itérations et surtout ne pas forcément viser une pièce finie, mais surtout tester les fonctions séparément pour après les assembler et avoir être à coup sûr bon et aussi du coup limiter potentiellement le nombre de matériaux imprimés et la quantité de matériaux. Enfin, du coup, une fois que cette partie a été terminée, donc on a envoyé en rédaction pour l'aspect procédure de montage et d'utilisation pour les hôpitaux. Évidemment, c'est aussi une procédure d'impression pour les makers en question, d'accord? Donc, potentiellement un programme d'impression, déjà tout fait par rapport aux technologies, et puis même des consignes pour, si jamais ils ont de technologies, l'orientation, le résultat des têtes de surface attendues et les essais qu'ils doivent faire pour la validation des pièces après impression. D'accord. Donc finalement, l'ensemble des éléments du corps qui sont assemblés, c'est 2 h 30, plus les joints qui sont imprimés. Un joint est imprimé en 3 minutes. Donc c'est deux impressions différentes puisqu'on a deux matériaux différents. D'accord. Donc en gros, en 2 h 30, on a un objet terminé prêt à être livré. Voilà. Donc il suffit qu'après on ait plusieurs makers, on ait plusieurs machines, et là on a tout de suite un nombre conséquent de pièces pour venir en aide aux hôpitaux. Cette même pièce a aussi été imprimée en résine pour valider aussi sa forme et on voit qu'on a eu aussi de très bons résultats là-dessus de l'assemblage de cette pièce en résine. Voilà. Après, moins de personnes ne possèdent des technologies résine et il est souvent plus compliqué de nettoyer les pièces et avoir quelque chose de vraiment propre en sortie. Voici le rendu final. Donc, on a la pièce d'origine à gauche, la pièce imprimée en FDM et la pièce imprimée en résine à droite. Donc, deux solutions pour une problématique de cette pièce. Alors le bilan de cette fabrication, on a pu voir du coup, que les pièces peuvent être fabriquées proches de Lille et de Dunkerque, c'est-à-dire qu'on a plusieurs makers, on a repéré plusieurs makers qui sont là-bas dans le coin avec différentes solutions de fabrication. On a notamment Dagoma qui est un fabricant de technologie qui peut imprimer des pièces. Donc on a tous les programmes déjà faits, donc c'est-à-dire
produire localement. Ça, c'était l'objectif. Ensuite, sur ce projet, on a à peu près en tout, donc on a été deux personnes ont surtout conçu, plus après les réunions, on a à peu près passé 20-25 heures de conception dessus. 3,5 jours de projet pour une vingtaine de pièces imprimées en 3,5 jours. Donc voilà, il faut bien prendre en compte aussi la mesure de la chose. C'est à quelle vitesse on peut produire des petites pièces pour valider des fonctions. Euh, donc voilà pour le projet un petit peu. Il faut savoir aussi que dans ce genre de projet en impression 3D, la communauté s'est beaucoup mobilisée pour justement répondre le plus vite possible et de manière le plus agile possible aux besoins des hôpitaux. Et on a une multitude de solutions qui a été proposées sur le marché pour les hôpitaux. Donc un exemple de diviseur pour avoir plusieurs patients branchés, soit un respirateur Decathlon qui est adapté avec des pièces imprimées 3D, des visières de protection, là proposées par Prusa. On a aussi des poignées de porte ou alors des masques directement imprimés. Voilà, donc énormément de solutions proposées par l'impression 3D pour répondre aux besoins et à chaque fois finalement beaucoup d'agilité et beaucoup d'itérations pour valider les formes, mais le plus vite possible. Donc j'aime toujours rappeler ce schéma, vous commencez à me connaître. Hein. On a donc la version à gauche sans impression 3D où finalement on produit beaucoup de réserves de pièces au cas où pour finalement valider que quelques pièces. Et à droite, on a potentiellement produire au juste besoin par rapport aux besoins de l'hôpital. Donc là, finalement, on a l'hôpital qui nous demande un certain nombre de pièces, et ben on va produire ces pièces-là pile au nombre parce que finalement, ça nous coûte aussi cher de produire une pièce que 10 pièces à peu près. On n'est pas comme dans l'injection plastique où il faut investir dans les moules à des prix considérables. Et donc là, vraiment l'importance de cette technologie-là. Voici un petit peu pour la formation. Donc rapidement, pour conclure là-dessus, pour qui je suis. Donc moi, je suis François-Yves. Je propose des accompagnements d'entreprises, notamment beaucoup de formations autour des technologies et des matériaux, notamment les technologies métal, mais pas que. Des logiciels et des accompagnants, préparation, simulation, à la fois l'organisation et la gestion de projets agiles. Donc c'est typiquement l'exemple qu'on a eu ici. Et l'aspect communication autour de vos technologies, les mettre en valeur, les valoriser au sein de votre entreprise pour que les gens puissent concevoir par rapport à vos technologies et qu'il y ait de plus en plus de propositions. Je fais aussi évidemment du coup des accompagnements d'entreprise pour l'implantation de technologies, des projets R&D et potentiellement aussi de l'organisation de production et du chiffrage. Voilà un petit peu pour cette présentation de ce projet. N'hésitez pas à nous revenir vers nous pour toute question. On est là pour vous écouter. Merci beaucoup François pour cette présentation très claire toujours. Merci à vous d'avoir suivi cette intervention. Alors c'est vrai que c'est un projet qui est encore tout chaud et c'est vrai que c'est assez particulier parce que de pouvoir en parler maintenant, c'était pas forcément évident. Le projet encore en étape de réalisation. Merci en tout cas François d'avoir pris le temps aussi de prendre du recul sur ce type de conception et de projet pour que ça puisse aussi vous aider de votre côté. Beaucoup de projets sont effectivement, comme tu l'as présenté, en cours de réalisation dans le même esprit. Du coup, je vous invite à poser vos questions puisque le parallèle avec ce projet presque d'urgence et la gestion d'un projet dans l'entreprise est tout à fait identique avec toutes ces étapes. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. François est là aussi pour y répondre. On est là pour vous entendre. Faites aussi partager vos expériences. C'est toujours enrichissant.